Retour sur le plateau de Polytech TV pour une émission qui n'était pas programmée, mais que nous avons volontairement voulu programmer parce que le thème nous paraissait intéressant. C'est celui du village spatial qui regroupe sur Polytech des acteurs mobilisés autour des applications spatiales au bénéfice de la protection de l'environnement. Voilà, des satellites pour la protection de l'environnement. Les acteurs présents sur ce stand sont le CNES, le ministère du Développement durable qui est à l'origine de cette initiative et représenté par l'IGN, le CEMAGREF, Astrium Service, la division Géo-Information, Thales, Alenia Space, Telespadio, Acrist et CS. Voilà pour les acteurs qui sont sur ce stand-là et qui ont permis effectivement à ce village spatial d'exister. Alors j'ai à mes côtés, je vais essayer de ne pas me tromper, Pascal Ultré-Guérard qui représente le CNES, à côté d'elle Agnès Salvatori d'Astrium Service Division Géo-Information, en face d'elle Magali Stoll de IGN Espace et juste à mes côtés à droite Claire Anarex de Thales Alenia Space. Je vais me tourner vers vous d'abord Magali Stoll peut-être pour comprendre avoir un cadrage général sur l'explication sur la raison de ce village spatial sur Polytech. Eh bien, c'est une initiative à l'origine du ministère qui, à l'occasion du lancement du plan d'application satellitaire, a pensé que c'était important que le spatial soit présenté dans ce village Polytech en mettant à disposition un village spatial. Et ce qui est original dans ce village, c'est qu'on a réussi à mettre ensemble des acteurs à la fois publics et industriels. Et on a élaboré des posters où chacun a apporté quelque chose. Et c'est vraiment une initiative collective qui est une préfiguration de ce que l'on veut faire à travers le plan d'application satellitaire. Aujourd'hui, en deux mots, on arrive à quelle précision par satellite ? Alors je vais passer la parole à ma collègue du CNES qui est beaucoup plus compétente pour répondre à ces questions-là. Eh bien, c'est une question qui est tout à fait intéressante puisque c'est un sujet d'actualité. Puisqu'au mois de décembre, nous allons lancer le premier satellite Pléiade qui permet de faire des images avec une résolution de 70 cm. D'accord. Donc on n'atteint pas encore les performances des systèmes aéroportés, mais on s'en approche. Et l'avantage du spatial par rapport à d'autres systèmes, c'est qu'évidemment, on peut faire des images sur toute la surface de la planète. Alors regardons avec du son s'il vous plaît, regardons un petit peu à quoi peuvent servir effectivement ces satellites.
Voilà donc pour ce que nous voulions vous présenter. On voit bien effectivement d'abord qu'il y a de nombreux satellites autour de la Terre et que les applications sont nombreuses. Pascal Utreguerard, vous représentez le CNES. Bon, pour un citoyen lambda comme moi, un satellite, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux. À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait? Quelle est sa durée de vie? Alors, on est capable de faire beaucoup de différentes sortes de satellites en fait, hein. Alors les plus connus, je dirais, dans le domaine de l'observation de la Terre sont les satellites de la série Spot, hein, et dont Pléiades, dont on parlait tout à l'heure, est un peu une continuité. C'est donc pour faire des images de la surface de la Terre. C'est assez simple, hein, on se promène tout autour de la Terre et on fait des images. On a même la capacité de faire ça en orbite géostationnaire, ce qui permet d'observer un point de la surface de la Terre en permanence et d'avoir un accès aux données en temps réel. C'est extrêmement précieux, par exemple, pour la météorologie, parce que ça permet de suivre des phénomènes avec une création très, très, très rapide, comme les ouragans, les tempêtes. Donc ça, c'est une première catégorie, je dirais, de satellites qui font des images de la surface. On peut également faire de l'imagerie de la surface des océans, donc regarder la topographie, comme on fait la topographie de la surface des terres émergées, on peut faire la topographie des océans. Et vous savez que le niveau le niveau moyen des mers monte. Madame la ministre en a parlé tout à l'heure, et c'est effectivement quelque chose qu'on peut suivre très très bien par satellite, puisqu'on a la capacité d'observer toutes les surfaces des océans du globe. Donc voilà, ça c'est une autre possibilité. Nous pouvons également donc avoir des satellites qui vont sonder l'atmosphère. Donc ça, c'est très utile dans le domaine de la météorologie. Mais on commence aussi à avoir des satellites qui vont mesurer, par exemple, les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Donc ça, c'est des choses assez nouvelles qui sont en pleine émergence, très importantes. Et un satellite peut être un peu multitâche, c'est-à-dire qu'il peut servir à un réseau de télécommunications et à autre chose, ou il est uniquement sur une seule tâche? Alors, en général, les satellites d'observation de la Terre font de l'observation de la Terre. On peut avoir de temps en temps partagé des plateformes communes, mais en général, c'est quand même des activités très très pointues, avec des capacités de satellites qui sont très spécifiques à la mission qui lui est confiée. Donc très souvent, c'est quand même dédié à une activité. Mais vous avez raison, hein, un même capteur peut servir à faire plusieurs choses assez différentes. Si je prends l'exemple du satellite SMOS, qui a été lancé il n'y a pas très longtemps par l'Agence spatiale européenne et dans lequel le CNES est partenaire, eh bien, il est capable, ce satellite, de regarder l'humidité des sols et la salinité des océans avec le même capteur. Donc vous voyez, il y a quand même une diversité d'applications liées même parfois à un seul capteur. Et donc sur certains satellites, on a plusieurs capteurs embarqués. Si je prends l'exemple des satellites météo, ils ont beaucoup de capteurs qui permettent vraiment de regarder tous les paramètres de l'atmosphère pour faire les prévisions météo. Magali Stoll, vous représentez IGN Espace. Bien sûr, quand on parle satellite, et là je reviens encore aux citoyens lambda, on se dit c'est quand même application, enfin peut-être militaire, civile, mais assez, je dirais, assez secret d'État. Là, c'est pas du tout le cas. L'idée de ce village spatial, l'idée qu'on développe aujourd'hui sur ce plateau, c'est que finalement, il faut faciliter l'accès aux données que permettent ces satellites. Oui. Alors c'est vrai qu'ici, on parle beaucoup d'observation de la Terre, mais il ne faut pas oublier qu'on utilise au quotidien, sans s'en rendre compte, déjà beaucoup de satellites de télécommunications pour accéder à la télévision, ou des satellites de localisation avec les techniques GPS et Galileo bientôt, où le citoyen lambda ne s'en rend même pas compte, mais c'est déjà une utilisation très développée, avec un marché énorme en termes d'activité et d'application. Pour ce qui concerne l'observation de la Terre, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, en tout cas en France, on a beaucoup utilisé le satellite pour des activités de défense. Et maintenant, grâce aux futurs satellites qui vont arriver très bientôt, avec des résolutions qui sont très intéressantes, on va pouvoir développer des applications civiles. Ce qu'il manque maintenant aujourd'hui, c'est pour dynamiser l'usage de ces satellites, il faut faciliter l'accès à ces données. Et c'est vrai que c'est encore du domaine de spécialistes. Et un des enjeux du plan d'application satellitaire que vient d'annoncer la ministre, c'est justement de faciliter cet accès en mettant en place des infrastructures. Elle a parlé tout à l'heure d'infrastructures, ce n'est pas toujours du béton. C'est aussi une infrastructure, on va dire, informatique, d'acquisition de ces données pour l'ensemble des utilisateurs publics et privés aussi. Donc acquérir ces images sur la France, mais aussi sur des zones à enjeu avec des résolutions très fines, les traiter, les mettre à disposition de la communauté des acteurs scientifiques et publics, notamment à travers le géoportail qui est l'outil du citoyen et des acteurs pour accéder à de la donnée géographique. Et donc c'est l'un des projets qui vient d'être lancé et financé par le ministère de la Recherche à travers les grands emprunts qui s'appelle Equipex GeoSud, qui permettra de mettre en place cette infrastructure et qui va dans cette logique de
démocratisation de l'usage des images satellitaires. Agnès Salvatori, sur les applications concrètes, je discutais avec Alain Griot hier et il me disait, du ministère du Développement durable, et il me disait par exemple que les agriculteurs vont se servir des images satellites pour surveiller leurs parcelles. On parlait d'un abonnement de 30 € par an à l'hectare qui paraît pas, je dirais, démentiel en termes de coûts. Ça, c'est une application concrète. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, pour parler un petit peu de ce qu'on appelle donc, l'agriculture de précision, donc, je suis tout à fait d'accord avec Magali. Il faut qu'on arrive à passer le cap où on démystifie complètement l'image satellite et on fournit à l'utilisateur final le produit dont il a besoin. Donc ça veut dire que si je veux m'abonner à un service, aujourd'hui, il existe un service ? Oui, il existe un service qui s'appelle FarmStar, qui est dédié à des agriculteurs ou à des coopératives et qui permet d'optimiser, c'est de l'aide à la gestion des récoltes, qui permet d'optimiser l'apport d'engrais, voire l'irrigation qu'on fait sur un champ. L'abonnement moyen est de 10 € à l'hectare. Le prix varie en fonction de la surface en particulier. Et ça permet une économie d'environ 30% d'apport d'engrais. Bien Donc sûr. c'est quand même assez rentable, mais ce n'est rentable que sur des zones où il y a de grandes surfaces cultivées. Donc en particulier, nous avons beaucoup d'abonnements sur la partie nord de la France. Oui, d'autant qu'on sait aussi que les tracteurs, depuis un certain temps déjà, sont géopositionnés, enfin, sont guidés par les satellites pour effectivement faire le travail Voilà. qui leur est Donc demandé. c'est en effet un service à la carte. Selon la demande de la coopérative, on peut fournir soit une carte sur son iPhone, soit quelque chose qui arrive par fax ou par mail. Et on peut en plus équiper les tracteurs en effet de GPS. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'applications ? Alors je voulais citer un autre exemple qui est plus pour un utilisateur public qui a trait à la déforestation, puisque on est au cœur du sujet avec la conférence de Durban la semaine prochaine. Donc ce qu'on peut réaliser à partir des satellites, on peut vraiment faire un état des lieux de l'état des forêts sur 1990, qui est l'année de référence décidée au niveau mondial pour suivre la déforestation. On peut suivre donc les gros dégâts causés par la déforestation et on peut aussi détecter des débuts de déforestation, de trafic illicite et agir éventuellement, puisque maintenant on est dans le mode de l'agissement. Claire Anrex, vous représentez Thales Alenia Space. Alors, moi, je voudrais qu'on parle du changement climatique qui est quand même au cœur, effectivement, des problématiques environnementales. En quoi les satellites peuvent nous aider non seulement à constater les changements climatiques et aussi à anticiper ? Oui, alors le changement climatique, c'est à la fois du régional, de la consolidation des informations du terrain et sur l'évaluation de ce que ça va donner à long terme, et puis des grandes observations plus globales de type océanographie avec les grandes masses d'eau, les courants, etc., donc l'évolution du climat. Et en même temps, c'est cette interaction entre la terre, la mer et l'air, donc les grandes masses d'air aussi. Le Gulf Stream, par exemple. Voilà. Et puis, comme disait, la déforestation qui est plus locale ou d'autres problématiques. En tout cas, il y a toute cette information qui est très diverse, qui vient de différents types de satellites. Donc, certains existent déjà et d'autres sont à mettre au point. Il y a deux problématiques majeures dont il faudrait qu'on tienne compte et dans lesquelles la France pourrait s'impliquer pour être un acteur majeur au niveau mondial. C'est le cycle du carbone, la surveillance des gaz à effet de serre et en particulier le cycle du carbone. Et par ailleurs, le cycle de l'eau qui est quand même un vrai enjeu planétaire et pour lequel on a des capacités satellitaires qui existent aujourd'hui mais qui ne sont pas suffisantes, sur lequel il faut développer des capteurs un peu plus précis ou un peu plus adaptés aux besoins. On parle de Carbosat, du démonstrateur microcarbe ou sur le CH4 de Merlin, le méthane Merlin. Et ensuite, au niveau des ressources en eau, c'est la quantité et la qualité. Alors on travaille beaucoup sur la qualité des eaux côtières, mais avec les hyperspectrales comme MERIS. Sur le réchauffement ? Et sur le réchauffement, là, c'est plutôt tout ce qui est climato avec l'océanographie. Et puis, il y a toute cette problématique de quantité aussi des ressources en eau sur lequel on travaille sur des nouveaux capteurs d'altimétrie plus continentales comme SWOT qu'on pourra faire avec la NASA, puisqu'en fait, on ne fait pas tout seul, mais il faut vraiment que la France occupe, et l'Europe, mais la France occupe une place majeure. Et c'était le sens effectivement du plan changement annoncé climatique. par Voilà. Nathalie Cox-Morizet tout à l'heure. Je voudrais qu'on termine sur l'économie, le modèle économique effectivement du spatial avec l'environnement. Les GPS, je dirais domestiques, c'est rentrer dans les mœurs, il y a un vrai marché, etc. C'est difficile de développer une économie d'applications diverses et variées, de faire savoir, de marketer, de commercialiser. Il y a quand même tout un travail important de mise sur le marché à faire.
Donc, moi, je parlerai plutôt du modèle économique de l'accès à la donnée, puisque on a vu déjà dans les données géographiques, l'Institut géographique national a changé son modèle économique pour maintenant, il ne vend plus ces bases de données, mais il met à disposition des acteurs publics à des coûts marginaux ou gratuitement. Donc, on est sur la donnée de l'observation spatiale, l'imagerie. On va reproduire ce modèle économique où c'est l'État qui va investir en acquisition d'images pour faciliter justement le développement d'applications derrière. Donc après, c'est un modèle économique d'accès gratuit, marginal, qui va favoriser, on l'espère, le développement d'applications derrière. Donc c'est un autre modèle économique qui suivra derrière. Mesdames, merci d'être venues nous voir. Une question, on dit bien un satellite. Hein, c'est masculin, un satellite. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est une spécialiste des satellites. Car il n'y a que des femmes qui s'occupent du satellite en France. C'est l'innovation. C'est assez spécifique à l'observation de la Terre. Il y a une relation C'est les femmes qui particulière. observent la Terre, d'accord. Ben, je sais pas, je trouve qu'on est dans un domaine assez féminin comparé à d'autres. Mais... Eh bien, écoutez. Nous préoccupe aussi beaucoup du devenir de la Terre. C'est très bien. On vous confie l'avenir de la Terre. Passe au service de la planète. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant avec Fidarec pour un tout autre sujet. La coopération et la concurrence. Quel juste milieu pour un développement durable en temps de crise? Comment les acteurs économiques, les acteurs sociaux peuvent-ils se donner la main plutôt que se battre? Ce sera avec Fidarec dans quelques minutes sur ce plateau. Merci à vous.